continue dans la même lancée, donc toujours les requis qu'il faut pour les études en sciences de la santé au Québec et au Canada. Donc, avec notre prochaine intervenante, nous allons parler de l'examen Casper, qui est aussi assez sensible comme prérequis d'après ce que je comprends. Donc, elle s'appelle Laila Debidi Assadeh. Désolée si je prononce mal ton nom. Laila a brillamment obtenu en 2018 un diplôme de baccalauréat en biochimie et médecine moléculaire de l'Université de Montréal. Pendant ses études de baccalauréat, elle était bénévole à l'hôpital de Montréal pour enfants et a travaillé comme superviseur de camp de jour ainsi que comme assistante médicale à la clinique pédiatrique Tiny Tots. Elle est actuellement étudiante en deuxième année de médecine à l'Université de Montréal et commencera bientôt en août son STENA. Depuis maintenant 1 an, elle est également stagiaire de recherche au laboratoire du docteur Donchulab. On voit que le labo est bien représenté aujourd'hui en tout cas. Et elle participe également à la campagne de vaccination contre la COVID depuis décembre 2020 en collaboration avec le CHU Saint-Justine. Merci Laïla pour ça. Laïla aime faire du yoga, lire et cuisiner. Mais ce matin, on ne parlera pas de ses talents culinaires, elle nous parlera de l'examen Casper, comme j'ai dit. Et le titre de sa conférence, c'est Les secrets de l'examen Casper. La parole est à toi, Laïla. Merci beaucoup à toi et puis merci beaucoup à la Fondation Explore de m'avoir invité aujourd'hui. Ça me fait un grand plaisir. Puis de suivre mon collègue Farrell et puis mon autre collègue Samuel, ça me fait vraiment plaisir. Donc, pour ma part, je vais présenter l'examen Casper. Je vais vous faire le partage d'écran. Attendez-moi 2 secondes. Vous m'entendez bien? Oui? Oui, Super. très bien. Super. D'accord. Donc, je vais bouger vos visages pour que je puisse voir ce que je fais. D'accord. Donc, ça a été un peu abordé au courant des différentes présentations, mais il y a plusieurs composantes quand on fait une application dans un programme en sciences de la santé. Puis une des composantes qui est un peu plus récente, c'est l'examen Casper. Donc, aujourd'hui, pendant ma présentation, je vais vous parler de c'est quoi l'examen Casper exactement, pour quel programme c'est requis, comment on peut se préparer pour l'examen Casper. On va faire un exemple de scénario ensemble. Et puis, je vais vous donner quelques petits conseils, puis des ressources qui pourraient vous aider. À la fin, je vais laisser du temps pour les questions. Donc, d'abord, ça s'est tiré directement du site web de l'examen Casper. Donc, ça dit que l'examen Casper vise à évaluer les compétences non cognitives des candidats. Donc, on ne parle pas de vos connaissances, on ne parle pas de vos notes. Vraiment, ce qu'on veut voir, c'est vos compétences non cognitives. Il va y avoir dans l'examen Casper 12 sections. Chaque section compose 3 questions. Et puis, vous avez 5 minutes pour répondre aux 3 questions. Donc, le total de l'examen complet, c'est environ 100 minutes, ça c'est incluant des pauses, puis le temps pour avoir les consignes pour les différentes sections. Donc, qu'est-ce que l'examen Casper vise à évaluer si ce n'est pas nos notes? C'est toutes les compétences qui sont écrites ici. Donc, ça, encore une fois, c'est tiré du site web directement. Donc, on vise collaboration, communication, empathie, éthique, motivation, etc. Certaines des qualités que vous avez nommées possédées. Donc, c'est super, vous avez déjà pris d'avance. Donc, comme j'ai dit, il y a 12 sections. Donc, dans les 12 sections, il y en a 8 qui sont des scénarios vidéo qui sont présentés. Donc, les scénarios vidéo sont souvent des conflits qui sont véhiculés. Il y a des dilemmes éthiques qui sont présentés souvent durant les vidéos. Puis, on vous pose souvent la question de qu'est-ce que vous feriez dans cette situation. Il y a aussi 4 scénarios qui sont écrits. Puis souvent, on va faire appel à vos expériences personnelles pour les sections écrites. Puis dans le contenu de l'examen, c'est peu ou pas médical, même pour les applications en médecine, il va pouvoir beaucoup avoir des situations au travail, entre amis, des situations de tous les jours. Puis souvent, il y a aussi une citation qui est à interpréter, qui est inclue dans l'examen. Donc ça, c'est pour vous donner un peu un aperçu de ce à quoi vous attendre. Donc, quelle université demande le Casper? Donc, vous pouvez voir, ça, c'est pas toutes les universités, mais c'est un des plus grandes universités au Canada. Ils les incluent tous. L'examen Casper pour certaines de leurs processus d'admission, incluant les 4 universités qu'on répète sans cesse du Québec qui ont des facultés de médecine. Donc, d'où l'importance de savoir c'est quoi. Et puis, il y a beaucoup de programmes en santé qui le demandent aussi. Donc, moi, bien sûr, je l'ai fait pour la médecine, mais il y a plusieurs programmes aussi qui le requièrent à travers le Canada.
Puis même, c'est écrit ici le CARMS, qui est pour mes collègues et moi, quelque chose qu'on va devoir passer à travers pour notre admission à la résidence. C'est aussi quelque chose qui est inclus, qui commence à être de plus en plus inclus. Donc, d'où l'importance, encore une fois, de savoir à quoi s'attendre. Donc, maintenant, je pose la question, est-ce qu'on peut se préparer pour l'examen Casper? Donc, on entend souvent dire, il n'y a pas de préparation, c'est qui vous êtes, c'est qui ça essaie de chercher. Puis c'est vrai, ça essaie de chercher vous en tant que personne. Mais moi, je pense qu'il y a des manières de se préparer un peu pour, si rien d'autre, au moins peut-être diminuer un peu le stress qui est lié à l'examen. Puis, comme j'ai dit, se faire une tête de ce à quoi on peut s'attendre pour l'examen pour pas qu'on soit prise par surprise la journée de l'examen. Donc, comment on peut se préparer. Donc, ça, c'est pas l'ordre que vous devez faire, mais c'est les choses que moi, j'ai trouvé les plus importantes, les plus pertinentes pour la préparation. Donc, se familiariser avec le format, pratiquer à écrire rapidement au clavier. Je vais vous expliquer pourquoi. Réfléchir à ses expériences antérieures. On peut aussi apprendre ou réviser des concepts éthiques. Ça peut être très, très aidant. Et puis, finalement, relaxer. Donc, je pense à travers toutes les différentes sections. Voilà. Donc, se familiariser avec le format. Donc, je vous ai un peu expliqué le fait que c'est 12 sections, 3 questions, etc. Mais pour vous donner une meilleure idée encore plus précise, sur le site de l'examen Casper, il y a des tests pratiques. Bien, il y a un gros test pratique qui est offert. Puis moi, je conseille fortement aux gens qui prévoient faire le test Casper de le faire d'avance, d'essayer de se placer un peu dans un environnement avec une tête comme si on faisait vraiment l'examen. Comme ça, vous pouvez voir, OK, où est-ce qu'il y a le timer, une vidéo, ça ressemble à quoi, les scénarios ressemblent à quoi, les questions ressemblent à quel type de questions. Vous pouvez aussi vous pratiquer pendant la pratique à répondre. Donc, vous pouvez voir aussi si vous réussissez à répondre aux questions assez rapidement, puis à quel point vous êtes rapide dans votre formulation d'idées pour la réponse des questions. Il y a aussi des exemples de questions qui sont disponibles gratuitement. J'ai quelques ressources à la fin pour vous aider. Donc, utiliser des exemples de questions aussi pour se pratiquer, ça peut être très aidant. Je pense que Farrell fait un très bon point. C'est bon de se pratiquer, mais pas trop. On ne veut pas devenir des robots. Mais le but dans les pratiques, c'est de se pratiquer à être clair et concis dans ses idées. Donc, c'est vraiment important, surtout dans un examen comme le Casper, qui est très sensible dans le temps. Puis, je vous conseille, si vous voulez, puis demander à quelqu'un de confiance de lire vos réponses aux questions pratiques ou bien les relire par vous-même des fois, pas immédiatement après, mais une journée après avoir fait un bon sommeil, de les revoir avec des yeux frais. Ça peut vous faire, OK, quand je lis ma réponse, est-ce que je pense que ça a du sens? Est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir véhiculé ce que je voulais véhiculer? Est-ce que j'ai l'air de démontrer de l'empathie? Est-ce que j'ai l'air de démontrer que je suis confiant? Donc, c'est ce que je vous conseille. Ensuite, donc, tapez rapidement au clavier. Donc, comme j'ai dit, vous avez 3 questions à répondre par rapport aux différentes sections, puis vous avez 5 minutes pour répondre aux 3 questions. Puis, les 3 questions peuvent vous pouvez écrire une phrase pour y répondre, comme vous pouvez écrire une dissertation pour y répondre. C'est des questions très larges, ils veulent vous faire réfléchir. D'où l'idée de pouvoir se pratiquer sur son clavardage. Si c'est quelque chose que vous savez que vous maîtrisez pas très bien, je vous conseille fortement de vous chronométrer quand vous faites vos pratiques. J'ai mis des sites web ici qui vous donnent des pratiques de clavardage rapide qui pourraient aider aussi. Sinon, vous pouvez aussi faire du journaling, je vais donner ça comme conseil. Si jamais vous voyez que c'est quelque chose qui est peut-être une lacune chez vous, quelques semaines ou quelques mois avant, faites un journal pour vous, un journal personnel, puis tapez-le à l'ordinateur, puis pratiquez-vous à écrire vos idées qui vous passent par la tête sur le clavier. Ça peut être quelque chose qui pourrait vous mener à pratiquer votre clavardage plus rapide. Comme ça, rendu à la journée de l'examen, ce serait plate que votre facteur limitant soit votre capacité à écrire rapidement au clavier. Faudrait que ce soit plutôt d'autres choses qui soient plus limitantes que ça. Ensuite, oui. Donc, comme j'ai dit, réfléchir à ses expériences antérieures, pas parce qu'il faut absolument préparer des choses à la lettre, avoir la réponse parfaite aux questions. C'est plutôt pour rendu à la journée de l'examen, que vous ne soyez pas là pendant votre 5 minutes, pendant les 3 premières minutes à y penser, c'est quand j'ai déjà démontré du leadership dans ma vie. Puis là, vous trouvez quelque chose qui est peut-être pas le meilleur scénario, qui après ça, j'aurais pu dire ça à la place, ou
j'en ai même entendu dire qu'ils ont complètement inventé quelque chose qui n'arrivaient pas à y penser. Donc, pour éviter ce genre de situation-là, je suggère de regarder votre CV ou regarder vos expériences de vie personnelle aussi. C'est pas obligé d'être un travail, c'est pas obligé d'être une expérience professionnelle. Ça peut être quelque chose entre la famille, ça peut être une expérience de votre vécu à vous qui démontre des capacités qui sont utiles pour quelqu'un qui va être dans le milieu de la santé. Donc, un moment où vous avez bien collaboré, comme par exemple, je prends l'exemple de Farrell qui a fait le foot. En foot, on travaille en équipe, c'est un sport d'équipe. Donc ça démontre la collaboration. Résolution de conflits, ça peut être, oui, ça peut être au travail, mais ça peut être aussi en famille. Gestion de stress. Bon, j'ai la liste ici, et puis à droite, j'ai mis les CanMeds. Ça, c'est encore, moi, je suis biaisée parce que j'applique en médecine, mais il y a plein de compétences qui se lient pour les autres professions en santé. Regardez les compétences du métier auquel vous voulez travailler, puis dites-vous comment j'ai déjà pratiqué ces compétences-là dans ma vie. Comment est-ce que j'ai déjà démontré que je suis capable de bien collaborer, que je suis capable d'être un bon, de plaidoyer pour quelqu'un, pour être un leader. Puis, ouais, c'est ce que je pense. Là, oups. Puis là, j'ai mis encore une fois les compétences que le Casper vise à évaluer parce que ça aussi, ça peut être une piste pour penser à vos expériences personnelles. Donc, soit pendant votre journaling ou pendant votre temps libre, quand vous regardez les spéciales, pensez à un temps où vous avez montré du professionnalisme. Ça va bien en aller. Donc, ensuite, réviser ou apprendre des concepts éthiques. Ça, c'est vraiment pas obligé. C'est quelque chose que je vous conseille, surtout si vous venez du cégep, puis vous avez juste étudié toute votre vie, puis peut-être vous n'avez pas déjà vu des concepts éthiques décortiqués. Ça pourrait être intéressant de faire des petites recherches sur c'est quoi les concepts éthiques, comment aborder un problème éthique. Ça va vous aider pour répondre aux questions posées de manière plus structurée et plus dirigée. Donc là, je vous ai dit les 4 principes d'éthique biomédicale. Donc, c'est autonomie, justice, bienfaisance et non-malfaisance. Donc, souvent dans les problématiques, vous pouvez voir ces thèmes-là véhiculés. Donc, vous pouvez dire, ça, c'est une question de est-ce que c'est juste? Est-ce que ce qui se passe est juste? Ça, c'est une question de est-ce qu'on est bienveillant envers la personne dans la situation? Ça peut être une bonne piste pour réfléchir aux questions. Donc, comme j'ai dit, essayez de dégager quand vous regardez un problème éthique, c'est quoi la thématique principale, c'est quoi le dilemme éthique, c'est quoi les deux côtés de la chose. Et puis aussi, une fois que vous regardez les deux côtés ou les différents côtés du problème, il faut faire un choix pour montrer qu'on est capable de faire un choix. Donc, vous dites, j'aurais pu faire ça dans cette situation, j'aurais pu faire ça dans cette situation, mais moi, j'ai choisi de faire la première option parce que, puis justifier votre décision. Donc, relaxer. Très important. Je l'écris ici. C'est un format d'examen très stressant. C'est normal d'être stressé. C'est correct. Il faut vivre avec. C'est comme dans tout dans la vie. On va avoir des situations stressantes. Le milieu de la santé, ça peut être stressant. Il faut apprendre à vivre avec le stress et à le gérer. Chaque question dans le Casper est évaluée individuellement par des évaluateurs différents. Donc, si vous faites une situation que vous dites ça s'est pas bien passé. Vraiment, là, je sais que ça s'est pas bien passé. Il faut être capable de se ressaisir puis recommencer à nouveau pour le prochain. Parce que si vous en avez, disons, 8 sur 10 qui sont très, très bons, puis vous en avez 2 qui sont pas si bons, c'est correct, c'est très bien. Donc, essayez de vous rafraîchir. Si ça va pas bien, c'est OK. On passe au prochain, on oublie. Choisir un endroit calme pour l'examen, c'est important. Donc, si c'est pas à la maison, regardez s'il y a des bibliothèques locales ou des endroits dans les différentes facultés ou chez quelqu'un ou bon, choisir un endroit calme pour faire l'examen, c'est important parce qu'il faut être très bien concentré pour l'examen. Puis finalement, se faire confiance, puis se rappeler qu'il faut juste faire de son mieux. On le dit sans cesse depuis le début de la présentation, mais c'est se dire j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, ça vous aide pas, c'est dans le passé. Donc, faites-vous confiance, dites-vous que vous avez fait de votre mieux, puis ça va bien aller. Puis bien dormir, bien manger, bien respirer, c'est toujours important. Donc, occupez-vous de votre corps physique, puis comme ça, votre mental va être capable de bien performer. Donc, bon, j'ai de la misère. Là, on va faire l'exemple pratique. Donc, l'exemple pratique, je l'ai tiré d'un de mes livres d'éthique médicale. Vous voyez, oui. Bon, donc c'est un peu plus clinique que ce qui se passe réellement dans le Casper, mais j'ai choisi de prendre un scénario de mon livre parce que je ne vais pas prendre une des questions pratiques qui existent sur Internet parce que je voulais que vous soyez capable de pratiquer par vous-même à la maison avec ces questions-là. Donc, je vais lire le cas. Donc, le cas s'appelle Prescrire ou ne pas prescrire. Comme j'ai dit, ça vient du livre Doing Right par Philippe Hébert.
Donc, vous êtes un jeune médecin omnipraticien. Vous rencontrez un nouveau patient à la clinique sans rendez-vous, Monsieur M, âgé de 32 ans, travailleur dans une usine, qui se présente pour un mal de gorge, le nez qui coule, une toux, des douleurs aux muscles, la fatigue depuis 24 heures. Son examen physique est normal. Vous lui avisez qu'il semble présenter un rhume commun. Vous lui conseillez de se reposer, de bien s'hydrater et de prendre des antipyrétiques au besoin. Donc, pour ceux qui ne savent pas, des antipyrétiques, c'est des médicaments pour la fièvre. Donc, M. M insiste qu'il requiert des antibiotiques car il est habitué qu'on lui prescrit des antibiotiques lorsqu'il a des symptômes similaires. Il vous dit qu'il a absolument besoin de guérir rapidement pour pouvoir assister au premier anniversaire de sa fille. Donc, le type de questions qu'il pourrait présenter au Casper pour ce genre de situation, ça, c'est des questions que j'ai inventées, mais ça ressemble à ça. Donc, première question, prescrivez-vous les antibiotiques pour M. M et pourquoi? Deuxième question, quel est le dilemme dans cette situation? Et puis la troisième question, est-il important d'écouter les souhaits des patients ou bien de se fier à son expertise professionnelle dans des cas comme celui-ci? Donc, c'est quoi le dilemme qui se présente ici? Donc, nos deux côtés de l'argument, les deux choses qu'on pourrait faire. Donc, on pourrait ne pas prescrire les antibiotiques parce qu'on se dit que notre expertise professionnelle, on le sait que les antibiotiques n'aident pas les rhumes. Puis on sait aussi qu'il y a un gros problématique de surprescription des antibiotiques. Donc, dans ce cas-là, on se dit on ne va pas prescrire les antibiotiques. La réponse est non. Ou de l'autre côté, on peut se dire qu'on pourrait prescrire les antibiotiques parce qu'on veut respecter l'autonomie du patient puis ce qu'il veut. Ça serait une manière très facile et rapide de satisfaire au patient, de le rendre heureux. Ça se peut aussi en tant que professionnel qu'on ait tort. Ça se peut qu'on ait manqué quelque chose en tant que médecin. Puis l'effet placebo, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'effet de ressentir, de prendre quelque chose qui n'aide pas, puis de ressentir des bénéfices quand même. Donc, est-ce que ça va lui donner du confort et ça va le faire sentir mieux de prendre les antibiotiques, même si ça n'aide pas nécessairement son rhume? Peut-être. Donc, on pourrait aussi prescrire les antibiotiques. Donc là, on doit se demander dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je réponds à la question comme si moi, je répondais pendant le Casper. C'est pas la réponse parfaite. Il n'y a pas vraiment de réponse parfaite, mais juste pour vous donner une idée un peu de comment moi, je réfléchirais à la question. Donc, d'abord, pour l'examen Casper, comme j'ai dit, c'est très sensible dans le temps. Donc, vous voulez maximiser votre temps. Donc, la première chose à faire, c'est de seulement répondre directement aux questions. On ne met pas des bébelles, on ne fait pas des gros mots, on fait juste répondre aux questions. Donc, première question, prescrivez-vous les antibiotiques pour M. M et pourquoi? Donc, moi, je vais dire oui ou non, je prescris les antibiotiques. Puis pourquoi en une phrase? Donc, non, parce que mon expertise professionnelle me dit que ce n'est pas ce qui va aider le patient. Quel est le dilemme dans cette situation? Donc, le dilemme dans cette situation, c'est de prescrire ou ne pas prescrire les médicaments. Prescrire les médicaments satisferait à l'autonomie du patient, puis ça ferait en sorte de peut-être lui donner du confort. Puis ne pas prescrire, ça va être plus en ligne avec mon expérience professionnelle, puis mon opinion en tant que médecin. Est-il important d'écouter les souhaits des patients? Là, je veux dire, oui, c'est important de prescrire, d'écouter les souhaits du patient. Toutefois, l'expertise professionnelle doit prendre le devant. Puis, dans des situations similaires, ce qu'il faut faire, c'est parler au patient, lui expliquer la raison de notre décision pour pouvoir ensuite lui faire comprendre pourquoi on a pris la décision qu'on a prise. Ensuite, après avoir répondu, comme je vous ai dit, aux différentes questions, là, après ça, s'il vous reste du temps, vous pouvez aller rajouter des choses pour réenchérir vos idées, mais d'abord, répondez aux questions, tac, 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 et puis après ça, embellissez, mettez des beaux mots ou mettez des choses plus poussées dans votre réflexion si vous avez le temps. Donc, ici, comme j'ai dit, c'est important, juste en général, comme conseil, dans des situations similaires, il faut écouter son patient, il faut écouter, il faut considérer les pour contre des deux côtés, puis vraiment les prendre pour vrai. C'est pas juste, ben moi, je sais que c'est pas ça qu'il faut faire, donc je vais pas le faire. Non, il faut penser à pourquoi est-ce qu'il veut les antibiotiques, qu'est-ce que ça pourrait lui apporter de prescrire les antibiotiques. Mais toutefois, il faut prendre une décision en tant que professionnel. Il faut s'assurer de bien expliquer sa décision, puis de pouvoir défendre sa position parce que c'est nous les décideurs. Et puis, au besoin, chercher de l'aide, il n'y a rien de mal d'en chercher de l'aide quand on en a besoin. Au contraire, ça démontre encore plus votre expertise parce que savoir quand il faut demander de l'aide, ça demande un niveau d'expertise aussi. Mon Dieu, je me suis perdue. OK. Donc, conseil avant l'examen. Donc, savoir
quel test est requis pour quel programme on applique. Donc, il n'y a pas seulement un test Casper qui est universel pour tout le monde. L'examen Casper existe en anglais et en français, et il y a différentes versions pour les différents programmes. Donc, prenez-vous de l'avance, informez-vous sur quel examen est requis pour quel programme, informez-vous s'il y a des programmes qui acceptent seulement une langue. Ça, je pense que, quand moi j'étais en médecine, du moins, je pense que c'était Sherbrooke qui acceptait pas l'examen Casper en anglais. Donc, j'ai dû faire mon examen Casper en français, j'avais pas de problème avec ça, mais il faut le savoir. Faut savoir les dates de l'examen. Comme j'ai dit, premièrement, soyez organisé. Ça va beaucoup vous aider côté stress après ça, si vous savez qu'est-ce que vous faites quand. Assurez-vous d'avoir un bon l'environnement technologique nécessaire. Donc, d'où, encore une fois, la pertinence de faire l'examen pratique qui est disponible sur le site du site web du Casper. Donc, vous allez faire la vérification du système. Assurez-vous que vous avez Google Chrome ou Firefox parce que c'est les seuls users Internet qui fonctionnent pour le test. Assurez-vous d'avoir une webcam parce que vous en avez besoin. Ils ne vont pas vous enregistrer, mais ils vont vérifier votre identité à travers la webcam avant l'examen. Faire des tests pratiques. Comme j'ai dit, développez votre technique à vous. Puis, comme j'ai dit, préparez-vous des réponses aux questions typiques d'expérience personnelle, sans trop vous préparer, ne donnez pas des robots comme Farrell l'a dit, mais ayez une idée en tête d'expérience auquel vous pouvez faire appel rapidement pendant l'examen. Donc, je vais donner quelques exemples de questions d'expérience personnelle typiques. Donc, décrivez une situation où vous avez dû résoudre un conflit, comment avez-vous procédé, qu'est-ce que vous avez appris, décrivez une situation dans laquelle vous avez vécu beaucoup de stress, comment est-ce que vous avez géré votre stress et comment est-ce que ça a affecté votre performance. Donc, c'est à ça que ça pourrait ressembler une question de type appel aux expériences personnelles. Donc, durant l'examen, choisissez un environnement confortable et calme. Expliquer les deux côtés de l'argument en restant ferme sur votre décision, c'est un bon conseil universel que je vous donne pour les questions plus éthiques et plus résolution de conflits. Pas oublier que les fautes d'orthographe ne comptent pas. Donc, les gens qui évaluent votre test Casper sont éduqués pour ne pas se concentrer sur vos fautes d'orthographe. Donc, pas la peine d'être très stressé sur les fautes d'orthographe. Restez lisible et compréhensif quand même, mais s'il vous manque un S ici, vous avez mal accordé votre verbe, c'est pas la fin du monde, ils ne prennent pas ça en compte. Comme j'ai dit, c'est 5 minutes que vous avez, puis après 5 minutes, vous êtes coupé, vous passez à la prochaine question, vous n'avez pas le temps il n'y a rien que vous pouvez faire. Donc, ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé à moi dans l'examen, de se faire couper en plein milieu de phrase, c'est correct. Encore une fois, les évaluateurs ils apprennent à ne pas prendre ça en compte parce qu'ils savent que c'est très sensible dans le temps d'examen. Donc, puis ici, je vous donne, si vous préparez, si ça convient plus à votre technique, vous pouvez répondre aux 3 questions dans une boîte. Donc, normalement, vous avez chaque question avec une boîte de réponses. Donc, question, boîte de réponse, question, boîte de réponse, question, boîte de réponse. Mais si pour vous, c'est moins stressant de répondre aux 3 questions dans la première boîte, faites ça parce qu'ils regardent votre page au complet pour l'évaluation. Donc, si c'est ce qui vous compte pour votre technique, faites ça, il n'y a pas de problème. Donc, ensuite, oui. Donc, ici, je vous donne quelques ressources. Donc, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, les tests pratiques sur le site Casper, très aidant. Sur Internet, il y a des sites web qui ont des banques de questions que vous pouvez utiliser pour votre pratique si vous voulez encore plus vous pratiquer. J'en ai 2 que j'ai mis ici. J'ai aussi écrit YouTube. Moi, je suis très fan de YouTube. Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé YouTube pour les pratiques de Casper et les pratiques d'entrevue. C'est pas à négliger, honnêtement. J'ai écrit ici en gros, puis j'ai souligné, puis j'ai mis pas en gras pour dire que les services de préparation en ligne, c'est pas nécessairement recommandé. Franchement, c'est beaucoup d'argent pour rien. Il y a plein de ressources qui sont gratuites. Je connais très peu de gens qui ont très, 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 très peu de gens qui ont fait recours à des choses payantes pour être en médecine. C'est vraiment pas nécessaire. Puis, ouais, n'importe qui peut se faire entrer en médecine. Vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour le faire, croyez-moi. Puis j'ai écrit aussi dans le chat tantôt, mais je le répète, les services d'orientation aux écoles sont très aidants, autant pour pratique d'examen Casper que pratique d'entrevue, pour orientation dans les différents milieux de travail en santé. Si vous n'êtes pas certain de ce que vous voulez faire, allez voir des orientateurs, ils sont formés pour ça. Ils vont vous aider à un peu savoir dans quelle voie vous pouvez vous diriger. À l'Université de Montréal, il y a quelqu'un qui s'appelle Jannick Gagnon qui m'avait aidé pour la préparation de mes entrevues. Elle est très, très, très gentille. Il y a d'autres orienteurs qui sont très gentils, je suis certain. Pour les étudiants de l'Université de Montréal, c'est 20 $ par session. Donc, il n'y a pas besoin de faire 10 sessions. J'en ai fait, je pense, 1 ou 2. J'en ai fait 2. J'en ai fait 2 avant juste pour alléger mon stress.
Si vous n'êtes pas étudiant à l'Université de Montréal, je pense que les coûts sont un peu plus importants, mais je pense que vous avez peut-être accès à une session gratuite. Il faudrait vous informer, mais bon. J'ai mis le site du César pour l'Université de Montréal en bas. Sinon, vérifiez auprès de votre cégep ou auprès de l'université que vous voulez appliquer pour voir s'ils offrent des services d'orientation. Ensuite, des livres et ouvrages pour les choses éthiques, si ça vous intéresse de en savoir plus. J'ai mis le livre que moi j'ai utilisé, que j'ai chez moi, puis vous pouvez aussi le voir peut-être si c'est disponible avec bibliothèque locale. Sinon, j'ai mis des sites web également dans la présentation qui, j'ai lu, étaient des bonnes ressources qui sont très représentatifs de ce à quoi vous pourriez faire face dans votre parcours autant en médecine ou dans d'autres professions en santé. Le site du gouvernement en haut, c'est éthique.gouv.qc.ca. Il y a beaucoup d'explications de questions éthiques, c'est quoi un dilemme éthique, etc. Donc, merci pour votre écoute. Encore une fois, merci beaucoup à la Fondation Inspire de m'avoir invité. Ça m'a fait un grand plaisir. Je suis très honorée. Puis, je suis ouverte aux questions si vous en avez. Merci Laïla pour ces conseils, je dirais pratico-pratiques. On n'a pas beaucoup de temps, donc je vais prendre une ou deux petites questions pour laisser le temps au prochain intervenant qui est déjà là. Il y a Emma qui demande combien de fois pouvons-nous passer le Casper en un an? Le Casper, vous avez une chance. Donc, pour vos différents programmes, il y a la date que ça va être et puis vous avez une chance pour le passer par année. Mais si, par exemple, que vous le faites une, puis vous n'allez jamais savoir votre note. Moi, je sais, jusqu'à ce jour, j'ai aucune idée de quoi a l'air ma note. Ils diffusent vos notes directement en faculté. Vous savez pas, c'est pas un pass-fail. Vous avez aucune idée. Donc, vous avez une chance par année, mais si par exemple vous appliquez une année en médecine, vous n'êtes pas admis, l'année prochaine, quand vous allez réappliquer ou dans n'importe quel autre programme en soins des infirmiers, etc., vous allez répéter le test Casper. Ok, parfait. Une autre petite question, le bac pour accéder en médecine dure combien de temps? Est-ce possible de raccourcir cette période? Je pense que ce n'est pas directement Le lié bac, pour accéder en médecine. les programmes de baccalauréat sont typiquement 3 ans au Québec. Il y en a qui se font en 4 ans si vous n'avez pas fait de cégep auparavant. Est-ce qu'il y a une manière de le raccourcir? C'est très chargé un baccalauréat, dépendamment du baccalauréat, c'est très chargé, ce serait très difficile de raccourcir à moins de 3 ans, franchement. Mais les 3 ans se passent rapidement. Moi, j'ai fait 3 ans pour mes chiffres, ça c'est bien fait, franchement. Je ne vous conseille pas de vous stresser à finir plus tôt. Faites-le dans le temps que ça va prendre. Ça va avoir des meilleures notes, vous allez être moins stressé. Puis 1 an ou 2 de plus ou moins, ça, à la longue, ça fait pas une grosse différence. Super. Merci à toi, Laïla, et puis merci à Farhel et Pape Mamadou qui ont répondu à certaines des questions dans le chat. Donc, un bel esprit de collaboration. Merci à vous et merci à toi. Et je passe la parole au prochain modérateur.